Martin Fayulu, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle en RD Congo, a proposé de refaire les élections dans un délai de 6 mois. Ceci à travers une lettre aux dirigeants de l'Union africaine. Au Bénin, les partis politiques qui n'ont pas envie d'être emportés par les réformes se conforment au test. Pour conserver sa place et ses idéaux, le Parti communiste du Bénin était en congrès extraordinaire. Au Tchad, l'UFR, visé par des frappes aériennes françaises début février dans le nord-est, a estimé lundi avoir perdu une bataille, mais pas la guerre. Ce, après la capture d'au moins plusieurs dizaines de ses combattants. Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Le candidat de l'opposition, Martin Fayulu, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, a proposé de refaire les élections dans un délai de 6 mois. Ceci dans une lettre aux dirigeants de l'Union africaine. Les précisions. Parmi les chefs d'État réunis samedi et dimanche à Addis Abeba pour le 32e sommet de l'Union africaine figurait le nouveau président congolais, l'autre opposant Félix Tshisekedi. Il a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle à un tour du 30 décembre dernier avec 38,5% des voix par la commission électorale puis la Cour constitutionnelle. Martin Fayulu accuse la commission électorale d'avoir tout simplement fabriqué les résultats qu'elle a publiés. Tous les rapports d'observation électorale et des témoins de la Mouka, la coalition autour de Fayulu, ainsi que les résultats de la commission électorale publiés dans la presse internationale attestent que j'ai été élu président de la République démocratique du Congo à plus de 60% des voix, proteste Martin Fayulu. Il propose la création d'un comité spécial de l'Union africaine pour la vérification de la vérité des urnes en République démocratique du Congo dans ce courrier daté de vendredi et diffusé plus tard. Félix Tshisekedi a été investi le 24 janvier dernier lors d'une cérémonie avec l'ancien président Joseph Kabila, la première passation de pouvoir pacifique dans l'histoire du pays. À Addis Abeba, il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Le nouveau président congolais a été élu deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'année 2019. Le mois dernier, plusieurs dirigeants africains avaient demandé au nom de l'Union africaine la suspension de la proclamation des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo, entachée selon eux de doutes sérieux. Mais après la validation des résultats par la Cour constitutionnelle congolaise, l'élection de Félix Tshisekedi a été saluée par des poids lourds du continent, dont l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte. En Éthiopie, le 32e sommet de l'Union africaine a été marqué par le passage de relais entre le président rwandais Paul Kagame et l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce poids lourd, en quête d'influence sur le continent africain, soupçonné de vouloir freiner l'élan intégrationniste lancé par Paul Kagame, s'est voulu rassurant sur ses intentions au sein de l'Union africaine. Ce sommet a également été l'occasion de désigner le prochain président de l'Union africaine en 2020. Il s'agira de l'Afrique du Sud. L'Union africaine tourne la page Kagame et ouvre celle égyptienne. La présidence de l'organisation est désormais aux mains du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il a officiellement pris la présidence tournante de l'Union africaine lors de la cérémonie d'ouverture du sommet prévue pour durer 2 jours. À l'occasion, Abdel Fattah al-Sisi a dévoilé les 3 axes de sa présidence. Il s'agit de développer les infrastructures, d'accélérer l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et de créer des emplois aussi pour la jeunesse du continent. Malgré nos efforts inlassables pour endiguer les conflits sur notre continent et notre plan ambitieux visant à faire taire les armes sur tout le continent d'ici 2020, vous savez tous que le chemin qui nous attend est encore long pour mettre fin à tous les combats en Afrique. Le choix du président Abdel Fattah al-Sisi comme nouveau président de l'Union africaine n'est pas bien perçu par les défenseurs des droits de l'homme. Amnesty International a exprimé ses craintes quant à l'impact de sa présidence sur les mécanismes d'évaluation des droits humains en Afrique,
accusant l'Égypte d'avoir mené ces dernières années des attaques politiques haineuses contre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Outre la passation de charges entre Kagame et Sisi, ce sommet a également été l'occasion de désigner le prochain président de l'Union africaine en 2020. Il s'agira de l'Afrique du Sud. Les assises ont aussi été marquées par la première participation de 2 présidents fraîchement élus, Andry Rajoelina pour Madagascar et Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo. Je l'annonçais en titre, au Bénin, les élections législatives à venir continuent de mobiliser tous les partis politiques. Pour prendre une part active dans cette bataille politique qui s'annonce féroce, le PCB, entendez, le Parti communiste du Bénin, était en congrès extraordinaire le week-end écoulé. Le parti a tenu à se mettre en règle vis-à-vis des nouvelles dispositions de la loi électorale au Bénin. Les images. Le Parti communiste du Bénin le dit haut et fort, il ne mourra pas. Et pour joindre l'acte à la parole, l'historique parti de toutes les luttes pour les droits de l'homme et la démocratie au Bénin était un congrès extraordinaire. Nous sommes dans des conditions, mutatis mutandi, semblables à celles de la période de Kérékou-PLPB, celle d'une autocratie noire, despotique. Si celle-ci a régné par force brute des armes et des mesures administratives autocratiques, le pouvoir dit de la rupture, en plus de la force brute de l'argent, règne principalement par le pouvoir de l'argent, avec un parlement et une justice à ordre. Le PCB va se conformer aux dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. Dans cette quête de mise en conformité, le PCB peut compter sur le soutien de toutes les autres formations politiques de l'opposition. Toutes étaient représentées par leur président ou responsable à ce congrès extraordinaire. Le Parti communiste du Bénin est une nécessité pour la démocratie béninoise. Nous espérons que l'USL, l'un des tout jeunes partis du Bénin, saura porter ce flambeau aussi haut qu'il est possible de le faire. Je voudrais réaffirmer notre engagement à dire un non définitif à ces abus dès le 28 avril 2019. C'est un parti qui défend réellement des valeurs, un parti qui cultive l'éthique et la morale, un parti défenseur de la démocratie, de l'état des droits de l'homme, des couches vulnérables, des travailleurs, des jeunes, des étudiants, des femmes. Le PCB a décidé de jouer sa partition jusqu'au bout afin que vivent à travers lui les idéaux du communisme. Au Mali, les dirigeants religieux ont réclamé ce dimanche à Bamako la fin de la malgouvernance et de la dépravation des mœurs devant une foule de 60 000 personnes. Ils ont également appelé au départ du Premier ministre, auquel ils reprochent notamment une approche laxiste de l'homosexualité, question taboue dans ce pays très majoritairement musulman. À l'appel de l'influent président du Haut Conseil islamique du Mali, l'imam Mahmoud Dicko, et du shérif de Nioro, Boye Haïdara, un dirigeant religieux musulman très respecté, les travées du stade du 26 mars, le plus grand de la capitale, Bamako, se sont remplies dès le début de la matinée de dimanche. En compagnie de plusieurs dizaines de milliers de partisans, Mahmoud Dicko a dénoncé la malgouvernance du gouvernement malien. Il a également demandé la démission immédiate du Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga, que les milieux religieux ont critiqué lors d'une récente controverse, née d'un projet de manuel scolaire d'éducation sexuelle, prônant une approche tolérante de la question de l'homosexualité. Le ministre qui est à la tête du gouvernement doit démissionner. Avant, ils se cachaient pour le faire. À présent, ils le font en flagrance. Il s'agit des homosexuels, lesbiennes et de toutes ces personnes maudites. Mais comment on peut imaginer que dans notre pays, que l'on dise que cela sera enseigné aux enfants dans les écoles? Non! Non. Tout cela doit s'arrêter obligatoirement dans le pays. Il n'y a plus de sécurité dans le pays. On aurait dit qu'il n'y a pas de président dans le pays. Né dans la région de Tombouctou et formé notamment en Arabie Saoudite, l'imam Dicko a été impliqué dans des efforts de médiation pour résoudre la crise née lorsque le nord du Mali était tombé aux mains des djihadistes en 2012.
Pour son meeting, l'imam Dicko, qui entretient des relations en dents de scie avec le chef de l'État malien, a refusé l'aide financière de 50 millions de francs CFA proposée par le gouvernement, qui aurait selon lui vidé de sa substance le rassemblement, ses proches dénonçant une tentative de récupération. Mesdames, Messieurs, cette édition suit son cours. Le groupe armé tchadien, visé par des frappes aériennes françaises début février dans le nord-est du Tchad, a estimé ce lundi avoir perdu une bataille, mais pas la guerre. Ce, après la capture d'au moins plusieurs dizaines de ses combattants. Les précisions. Une bataille est perdue mais pas la guerre, a déclaré Youssouf Hamid, porte-parole de l'Union des forces de la résistance. Le groupe est entré fin janvier au Tchad depuis la Libye où il était basé. À la demande de N'Djamena, la France a annoncé avoir procédé à 3 reprises à des frappes de Mirage 2000 contre la colonne de pick-up. On ne savait pas que la France interviendrait. Normalement, ils font du renseignement, ça on le sait. On ne s'attendait pas à des frappes, a déclaré Hamid. Il n'y a pas eu un seul combat entre les combattants de l'UFR et l'armée tchadienne. C'est la France qui a combattu, pas les Tchadiens, a-t-il pesté. Samedi, l'armée tchadienne avait annoncé avoir capturé plus de 250 terroristes, dont 4 principaux chefs, saisi plus de 40 véhicules et plusieurs centaines d'armes. Selon Hamid, qui a qualifié ce bilan de fantaisiste, une trentaine de combattants de l'UFR se sont rendus à l'armée tchadienne après s'être réfugiés dans une grotte à la suite des bombardements français sans qu'il y ait de combat. L'UFR est un groupe armé né en 2009 dont la majorité des membres et des chefs est à l'origine d'une tentative de putsch en 2008 stoppée in extremis aux portes du palais présidentiel de N'Djamena grâce à l'appui de l'allié français. Dirigé par Timan Erdini, neveu du président Idriss Déby Itno et de l'ethnie Zaghawa comme lui, le groupe comptait sur des défections au sein de l'armée pour grossir ses rangs lors de sa dernière offensive. Des sources au sein de l'UFR ont affirmé que plusieurs dizaines de militaires de l'armée les avaient rejoints sans qu'il soit possible de confirmer l'information. La crise perdure entre opposition et régime au Venezuela. Le leader de l'opposition, Juan Guaidó, a accusé ceux qui bloquent l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays d'être presque des génocidaires. Il avertit les forces armées que bloquer l'aide est un crime contre l'humanité. L'opposant Juan Guaidó, reconnu par une cinquantaine de pays comme président intérimaire du Venezuela, a averti ce dimanche les militaires qu'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire stockée en Colombie fait d'eux des quasi-génocidaires, car c'est un crime contre l'humanité. Plusieurs tonnes d'aliments et de médicaments envoyés des États-Unis sont stockés depuis jeudi dernier dans les entrepôts aménagés à Cúcuta, en Colombie, près du pont international de Tienditas, barré par des militaires vénézuéliens avec 2 conteneurs et une citerne. L'aide humanitaire n'est pas un nom. Elle a un visage, ce sont des familles, ce sont des noms qui nous interpellent. Je comprends qu'ils veulent bloquer cet élément parce que ça en fait des assassins. Ça les rend presque génocidaires. Nous parlons de manière très claire et décisive et nous donnons l'ordre aux forces armées de permettre l'entrée de l'aide humanitaire afin de sauver des vies au Venezuela. C'est à vous de ne pas continuer à vous ridiculiser en suivant les ordres de Miraflores, mais plutôt, comme cela a toujours existé, de sauver l'honneur des forces armées, d'affirmer la fierté de l'uniforme qui a libéré les nations. L'opposant Juan Guaidó a à nouveau appelé à une marche mardi, journée de la jeunesse en mémoire des morts lors de précédentes mobilisations et pour exiger l'entrée de l'aide humanitaire. Pour sa part, Nicolas Maduro a affirmé que l'urgence humanitaire est fabriquée depuis Washington pour intervenir au Venezuela. Le président socialiste qualifie l'envoi de l'aide de show politique et attribue la responsabilité de la pénurie d'aliments et de médicaments aux sanctions imposées par les États-Unis. Et voilà qui met terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.